Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On est pas pour le sommaire de cette nouvelle émission, c'est l'heure, oui, l'heure du grand choix, le grand stress aussi. Les lycéens ont jusqu'au 13 mars pour s'inscrire sur Parcoursup, la plateforme qui ne cesse de faire grincer des dents. Ça fait un petit moment que ça dure, en cause un algorithme qui creuse encore un peu plus, voire beaucoup, les inégalités. Faut-il oui ou non changer Parcoursup? Quel système peut-on imaginer pour assurer les futurs étudiants et les parents? Tant qu'à faire, comment se faire aider pour bien s'orienter? On parle de toutes ces questions et on pose ces questions dans un instant avec notre invité. Il y aura une loupe. Dans un instant, la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de Studiava, une sorte de Tinder de l'orientation scolaire. Studiava. Dans une dizaine de minutes, je me sens un petit peu bas. Je vais me rehausser, les amis. On se rehausse un petit peu. Allons-y. Bonjour Amel Hamouda. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Joyeux anniversaire. J'ai quelques petites indiscrétions. Tout à fait. Alors, que vous avez comment on dit, c'est le plus bel âge, non? Vous avez 20 ans. L'âge de la jeunesse. Ça se pas le mien. Mais comme si vous en doutez. Directrice générale d'Article 1. Article 1 fête ses 20 ans cette année. On fête nos 20 ans. Quelle belle aventure. Exactement. Ça a commencé comment cette aventure? Ça a commencé par deux présidents fondateurs qui ont chacun lancé une association d'égalité des chances. D'accord. Moi j'aime bien dire de lutte contre l'inégalité des chances. Et qui se sont surtout consacrés au début à accompagner les jeunes dans leurs études supérieures, en particulier les jeunes de milieux populaires. Donc beaucoup de soutien, beaucoup de mentorat? Grâce au mentorat. D'accord. L'idée, c'était de mettre en relation ces jeunes avec des mentors du monde de l'entreprise qui pourraient non seulement les accompagner pour découvrir le monde professionnel, mais surtout les accompagner pendant toute la durée de leur études innovateur à l'époque, supérieures. du coup. Aujourd'hui, on en parle tous les jours, effectivement, on en parlait avec vous. Mais il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas comment c'était perçu. En je sais que vous n'étiez pas à l'époque Alors, je ne faisais pas partie, effectivement, de l'aventure à ses débuts. Même si je l'ai rejointe en tant que mentor il y a 8 ans. Et en France, en effet, le mentorat n'était pas quelque chose de très connu et d'encore très démocratisé. On doit vraiment l'essor du mentorat il y a 3 ans au plan Un jeune, un mentor, qui a permis réellement de changer d'échelle. Et d'accompagner aujourd'hui plus de 100 000 jeunes en France grâce au mentorat. C'est quoi Inspire ? Alors Inspire, c'est notre plateforme qui est dédiée à l'orientation, puisque après avoir travaillé sur le mentorat et les études supérieures, les deux fondateurs ont fusionné pour pouvoir avoir un impact systémique, changer le système en devenant plus important et en pouvant accompagner davantage de jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos 20 ans s'accompagnent d'un fort changement d'échelle. Et donc Inspire, c'est la plateforme qui va permettre aux jeunes de trouver des modèles d'inspiration, donc aux jeunes lycéens, de trouver des modèles d'inspiration parmi des étudiants qui ont vécu ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, qui vont venir leur apporter des informations sur les filières du supérieur qu'ils ont choisies, les choix d'orientation qu'ils ont pu faire et qui vont pouvoir venir leur donner des conseils. Et si je peux me permettre, en plus de la plateforme digitale, Inspire, c'est aussi des ateliers collectifs en lycée. On va y venir. Et c'est extrêmement important de pouvoir aussi, en présentiel, porter... Combien de personnes sur cette plateforme ? Alors aujourd'hui, c'est 52 000 lycéens et lycéennes inscrits sur l'année scolaire qui vient de s'achever. Et c'est 45 000 élèves que l'on touche dans les lycées. Et c'est justement sur cette plateforme que vous avez réalisé votre enquête annuelle, on peut le dire, pour la 5e année consécutive. Donc, Article 1, interrogé des élèves de terminale sur sa plateforme. 70% des lycéens se disent stressés et paniqués. Ce chiffre-là, concernant Parcoursup, il vous inspire quoi ? Alors, il est extrêmement inquiétant. Il est en progression par rapport au... Il est malheureusement assez stable depuis quelques années, depuis les années Covid. Et c'est ça qui nous inquiète, parce qu'on n'arrive pas à avoir un progrès structurel, en tout cas. Même si la plateforme Parcoursup s'améliore d'année en année, il y a plus de transparence, il y a plus d'informations. Ça n'empêche que les jeunes sont particulièrement stressés, et en particulier les jeunes que l'on accompagne, qui sont plutôt issus de milieux populaires. Milieux populaires, c'est-à-dire zone rurale, des jeunes des quartiers, c'est ça? Des boursiers? Exactement. Qui... ont moins la chance d'avoir dans leur entourage des personnes qui peuvent les accompagner dans ce processus. Et pourquoi l'autocensure est-elle si répandue chez ces jeunes ? Alors en fait, on note plusieurs freins. Et effectivement, on a aujourd'hui 57% des jeunes qui nous disent s'être censurés dans leur choix d'orientation. On note plusieurs freins. Il y a le premier frein qui est un frein, je dirais, économique.
une partie des jeunes pensent que certaines études ne leur sont pas accessibles du fait des frais de scolarité ou de la nécessité de déménager. C'est plus d'un sur deux, ça, 55%. 57%. Donc ça, c'est la première cause, je dirais, frein économique. Il y a également des freins plus, je dirais, sociaux. Ces jeunes nous disent également ne pas se projeter dans certaines filières en ayant peur de ne pas être à leur place. Donc c'est à la fois... C'est quoi, le sentiment d'imposteur, du coup ? Le sentiment d'imposteur, un manque d'estime de soi. On note un écart de 15 points entre l'estime de soi des jeunes issus de familles très favorisées, CSP+, et les jeunes issus de familles moins favorisées. À niveau scolaire égal, ils ont 15 points de moins d'estime de soi. Et le troisième frein, le niveau académique trop élevé ? En tout cas, la perception qu'ils s'en font. Donc effectivement, ce troisième frein, c'est de l'autocensure par rapport à l'estime de soi, même à compétence et à niveau scolaire égal. Et là, le travail d'une conseillère d'orientation, d'un conseiller d'orientation peut être utile pour ces jeunes ? Extrêmement utile. On note à quel point, effectivement, le rôle des professeurs principaux, des conseillers d'orientation, des psychologues de l'éducation nationale est clé. Ce que l'on note aussi, c'est qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps et les moyens nécessaires pour accompagner les jeunes à hauteur de ce qu'il serait nécessaire. On parle en particulier de ces lycées donc, qui sont dans des zones, on va dire, défavorisées, avec des indices, des IPS moindres. Ces jeunes-là ont besoin de plus de temps consacré à l'orientation, puisque, encore une fois, ils n'ont pas accès à l'information dans leur entourage et ils ont tout ce travail à faire sur la confiance en soi. Et donc, on aurait besoin, en complément des actions que mènent des associations comme Article 1, de pouvoir sanctuariser davantage d'heures et un programme vraiment qui soit dédié à l'orientation au sein du lycée. J'en reviens à ces chiffres, Amel Hamouda. Plus de 2/3 des lycéens, enfin des terminales, estiment que l'école ne donne pas les mêmes chances de réussite à tous. Des chiffres qui sont, c'est vrai, assez importants, assez inquiétants. Même, est-ce vraiment la faute de Parcoursup ? Le Parcoursup, je dirais, c'est un symptôme, mais la cause est en effet beaucoup plus profonde. On a pas mal d'explications à cette situation. On a en effet tout d'abord des inégalités qui sont géographiques, territoriales ou sociales, et on n'a pas au niveau des lycées aujourd'hui suffisamment de temps et le même enseignement pour tous sur ces sujets d'orientation. Ce qui veut dire que face à la multiplicité des filières et des opportunités que d'ailleurs Parcoursup a permis de mettre en lumière, donc partant d'un bon principe de transparence et d'offrir le plus de choix possible, en fait on crée de la confusion, on crée de l'inquiétude, et si on n'a pas un accompagnement par le corps enseignant, par l'équipe pédagogique, ces jeunes se retrouvent assez perdus face à ces choix et, comme on le disait aussi, pas forcément en confiance pour s'autoriser à postuler. Et c'est là que vous intervenez avec des ateliers dans des lycées ? Exactement. Et comment ça se concrétise ? Alors en fait, on essaye d'avoir des cycles d'ateliers pour pouvoir rencontrer les jeunes à plusieurs reprises. On essaye de concentrer nos actions dès la première et ne pas attendre justement ce cauchemar pour certains qui est Parcoursup, donc de venir très en amont et de leur faire découvrir un certain nombre, je dirais, d'éléments clés dans leur choix d'orientation. Alors on vient avec des bénévoles qui sont souvent des étudiants et qui vont venir témoigner déjà sur ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur filière d'études et quel chemin ils ont parcouru. Donc ça, c'est vraiment ce rôle d'inspiration. On essaie de leur montrer des modèles qui leur ressemblent, auxquels ils puissent s'identifier. Ces éclaireurs, d'ailleurs, ces bénévoles, on va les retrouver ensuite sur la plateforme Inspire et chaque jeune pourra venir leur demander conseil, leur écrire directement pour bénéficier de leurs conseils. Ce sont des étudiants qui eux-mêmes ont été mentorés au sein de la structure. Alors, on retrouve beaucoup d'étudiants que l'on a accompagnés qui se réengagent à leur tour. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, effectivement, dans les valeurs d'article 1, cette notion d'engagement est très importante et d'utilité commune. Mais donc, après cette phase d'inspiration par ces jeunes bénévoles, on va aussi les aider à travailler sur le champ des possibles. Donc, comment accéder à l'information, comment trier l'information, et puis ensuite, comment les aider à gagner en confiance et se projeter dans la filière de leurs rêves et de leurs choix, en leur faisant notamment travailler ce qu'on appelle les soft skills, les compétences transversales, et en leur montrant que finalement, par des expériences de babysitting, de bénévolat, d'activités sportives, ils ont déjà accumulé un certain nombre d'expériences et de compétences qui sont valorisables. Et pourtant, il y a bon nombre d'élèves aujourd'hui qui arrivent à avoir ces compétences, ces soft skills qui sont ô combien importantes pour le monde de demain, mais même pour le monde d'aujourd'hui. Et on se rend compte que malgré cela, quand c'est mis sur le CV, on a quand même le sentiment
que Parcoursup ne le prend pas toujours en compte. Comment on fait justement pour rassurer ses élèves et leurs parents? Ça va être assez compliqué à votre place, je veux dire. C'est une vaste question parce qu'en fait, à la fois Parcoursup demande beaucoup d'informations aujourd'hui, des lettres de motivation qu'il faut écrire et personnaliser pour chaque établissement dans lequel on postule. Or, on sait que ces lettres de motivation ne sont pas toujours exploitées par les établissements. Donc, il y a aussi une question de... Établissements qui ont leurs propres critères. L'établissement qui fait aussi son propre algorithme au final. Exactement. Donc, ça fait partie des réflexions en cours. Comment simplifier un petit peu la constitution du dossier et surtout comment, dès le dossier, donner les mêmes chances pour tous. Faut-il anonymiser le lycée d'origine? Faut-il simplifier les documents qui sont demandés? Quand vous posez la question, on a un petit peu la réponse déjà, non? Parce qu'on sait que si tu fais effectivement ton parcours à Henri IV, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir effectivement, d'avoir en tout cas un oui pour tel ou tel vœu que si tu fais un lycée, j'imagine, dans n'importe quel lycée de province. Alix. Et s'agissant du rôle de vos mentors, comment est-ce que ça se passe au quotidien? C'est quel niveau d'implication avec un élève, par exemple? Alors, sur le mentorat, on travaille principalement avec les étudiants donc en études supérieures, mais on a développé depuis un peu plus d'une année maintenant ce qu'on appelle le mentorat vers le sup, où là, ce sont des étudiants, un peu les mêmes profils que nos éclaireurs sur la plateforme Inspire, qui vont accompagner un jeune lycéen de maintenant, en gros, là, sur toute cette période de fin de terminale, donc à la fois pour les aider dans leur choix d'orientation et Parcoursup, mais aussi pour la préparation du bac, mais qui vont également les accompagner lors du premier semestre dans les études du supérieur, car c'est là aussi qu'on note énormément de décrochage possible. Et donc aujourd'hui, sur le mentorat vers le sup, c'est environ 1000 jeunes que l'on accompagne. C'est tout nouveau et on veut développer ce dispositif, sachant qu'au global, on a accompagné 35 000 étudiants cette année en binôme de mentorat avec des professionnels. Félicitations à vous. Merci. C'est du gagnant-gagnant. Est-ce que c'est aussi bénéfique pour les mentors au final? Tous les témoignages que l'on a de nos mentors confirment cela. Tous les témoignages nous disent: j'ai autant appris que j'ai pu apprendre ou apporter aux jeunes ou à la jeune que j'accompagne. C'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est aussi un beau levier d'intergénérationnel. On est dans le mois du mentorat. On avait hier la journée des mentors. Et d'ailleurs, je fais un appel à toutes celles et ceux qui voudraient s'engager. C'est un accompagnement en termes de temps qui est très raisonnable. Ils font comment pour s'engager avec vous? Ils vont sur la plateforme inspire.org? Alors, demain.org, c'est notre plateforme spécifique pour le mentorat. Mais s'ils passent par Inspire et qu'ils passent un petit peu de temps avec leurs élèves, avec leurs enfants, pour des sujets d'inspiration, ils pourront ensuite passer sur Ils peuvent ensuite bifurquer. Exactement. Amel, quels sont les critères mis en avant par les lycéens pour faire leur choix? Alors, les lycéens que l'on accompagne? Oui. Comme je vous disais, d'après votre enquête. Encore une fois, j'en reviendrai à ce sujet de l'autocensure, qui va être très déterminant, puisqu'ils vont, encore une fois, à niveau scolaire égal, choisir des études qui sont peut-être, en tout cas qu'ils perçoivent comme moins exigeantes d'un point de vue académique. Et est-ce qu'on peut être concret? Entre deux formations, ils vont privilégier laquelle par rapport à une autre? Alors, quand on ajoute à ça, on va dire l'argument économique, ils vont souvent privilégier par exemple des BTS, des études courtes et des études avec des débouchés professionnels sûrs. Pour 65% des lycéens que vous avez interrogés, une bonne orientation, c'est synonyme de carrière avant tout, c'est ça? De débouchés professionnels. Parce que je pense qu'au-delà de la carrière, ce qu'elles recherchent, c'est une sécurité de l'emploi, pouvoir assez rapidement ne plus être un fardeau pour leur famille et au contraire pouvoir les aider. Ça, on le note beaucoup. Donc je dirais, ce sujet du débouché professionnel il est très important. Et ensuite, encore dans une logique économique, des études qui soient proches de chez elles. Donc la localisation, important. La localisation, exactement. Et puis le coût des études. C'est pour ça qu'on voit énormément de censure, par exemple, sur les écoles de commerce, qui sont, à l'exception d'une d'entre elles, toutes payantes. Et non seulement ces écoles coûtent très cher et on travaille beaucoup avec ces écoles pour développer justement leur ouverture sociale, favoriser l'accès des boursiers notamment. Mais les lycéens dont on parle n'ont pas forcément l'information qu'il existe des dispositifs de bourse, de soutien en tout cas, qui leur permettrait de passer, outre cette difficulté financière. Amel, vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix.
Et Alix, aujourd'hui, tu nous parles du Tinder de l'orientation scolaire. Et oui, ce n'est pas un scoop, nous sommes en train d'en parler justement. L'orientation scolaire est une étape redoutée pour bon nombre de lycéens. Et face à ce choix, deux jeunes entrepreneurs, Wassim Benoui et Johan Ravel, ont imaginé une solution nommée Studiava, une application qui facilite la découverte des 24 000 formations disponibles sur Parcoursup. Le principe, un système de matching inspiré des applications de rencontre, tout simplement. Studiava analyse les centres d'intérêt des lycéens, leurs résultats scolaires et leurs compétences transversales pour leur proposer des formations adaptées à leur profil. L'orientation scolaire est un sujet que les fondateurs prennent très à cœur. On écoute l'un d'eux, Wassim. Aujourd'hui, près de 40% des jeunes se réorientent dès la première année après le bac. Un constat alarmant et même inquiétant quand on sait qu'il conduit à des situations de dépression, décrochage scolaire et surtout des jeunes malheureux dans ce qu'ils font tous les matins. Face à ce problème, avec Johan, on a décidé de créer un outil, Studiava, qui permet de faire correspondre les profils des lycéens, donc leurs ambitions, leurs envies, leurs passions, leurs notes, avec des formations post-bac, classées par pourcentage. Mais c'était aussi notre histoire personnelle. On n'a pas eu l'information au bon moment, on s'est orienté vers des voies qui ne nous correspondaient pas forcément, pour être aujourd'hui épanouis dans ce qu'on fait. Donc on se dit qu'il faut permettre à tous ces jeunes, dès le plus jeune âge, donc dès le lycée, voire le collège, de trouver la voie qui leur correspond, grâce à un outil qui dépasserait les frontières. Et donc ce constat, Wassim et son équipe l'ont transformé en solution concrète pour accompagner les lycéens, mais aussi les parents, enseignants et conseillers d'orientation. Studiava est en plein essor avec déjà 4000 utilisateurs et l'objectif est d'en atteindre 10 000 d'ici fin 2025. Amel, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça peut être mieux qu'une conseillère d'orientation, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je reste convaincue que l'équipe pédagogique doit être au cœur et doit rester au cœur de ce sujet de l'orientation, à condition qu'on leur donne plus de temps, plus de moyens et qu'on fasse de l'orientation une priorité de l'enseignement au lycée. On voit bien qu'on a besoin de solutions complémentaires. Nous, le choix que l'on a fait avec Article 1, c'est bien d'apporter un éclairage complémentaire à ce que propose l'éducation nationale. Et donc, on travaille en effet sur cette inspiration par les pairs pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et donner plus de chances. Partager en tout cas le même constat que Studiava. Et c'est vrai que la phrase de Wassim que tu viens d'interroger, effectivement, il dit à un moment, c'est vrai qu'on n'a pas eu les bons outils, je crois, pour être totalement épanoui. Et ça doit revenir souvent, j'imagine, ça dans la bouche de tous ces élèves que vous accompagnez. Mais on note beaucoup de regrets. Le chiffre qui était donné de 40% de réorientation après la première année d'études supérieures. On note beaucoup d'orientation subie, parfois même dès le lycée. Il y a un certain nombre, j'ai plus le chiffre en tête, des lycéens que l'on interroge dans les voies professionnelles qui nous disent avoir subi une orientation, qui n'ont pas intégré finalement la filière de leur choix. Et donc en effet, tout ce qui permet le plus en amont possible d'aider ces jeunes à trouver leur voie, à s'autoriser à rêver, à s'autoriser à sortir de ce qu'ils ont connu dans leur entourage, participe Et est-ce que cette autocensure, elle peut aussi émaner même d'un établissement? Inconsciemment, les professeurs peuvent avoir des biais, eux aussi, quant à l'orientation d'un élève, du fait de son établissement En tout cas, je pense que les inégalités qu'on peut noter entre les établissements, je dirais que le premier critère, c'est quand même le temps qui va être consacré à accompagner les jeunes, plutôt qu'après peut-être les biais de représentation qui existent. Mais la première clé, en tout cas, d'égalité, serait de pouvoir consacrer partout le même temps à ces sujets, et en particulier dans les milieux prioritaires dont on a parlé tout à l'heure, car, encore une fois, ces jeunes-là n'auront pas leur famille, leur entourage pour combler ce qui n'a pas pu être traité pendant les heures de cours. Je vais vous demander de sortir votre boule de cristal. On va être obligé de composer encore, je dis on, mais encore une fois, moi je suis plus lycéen, de composer encore longtemps avec Parcoursup, parce qu'on se dit que, et vous l'avez dit dans votre propos initial, ça partait d'un bon sentiment, mais au vu des demandes, du nombre d'étudiants qui n'est pas exponentiel, mais qui est grandissant, on se dit que ça va être très compliqué pour les prochaines années, qu'il y aura de plus en plus de déçus et peut-être encore de plus en plus d'inégalités. Qu'est-ce qu'on peut faire là, dans les prochains mois? Ce qu'on a quand même observé depuis quelques années, c'est que année après année, l'algorithme en tout cas, évolue pour plus de transparence, pour plus d'informations, pour plus de choix. Donc je dirais que les évolutions vont dans la bonne direction, mais il reste un gros travail encore à faire. On a parlé par exemple de l'anonymisation des lycées d'origine pour pallier un certain nombre
d'inégalité ou de discrimination qui ne sont pas tant le fait de la plateforme que après des processus qui sont ceux de chaque établissement quant à leur choix d'admission. Encore une fois, au-delà de l'outil qui est Parcoursup, le plus important, c'est de travailler en amont cette question de l'orientation. Alex. Vous avez été mentor pour Article 1. Comment est-ce que vous y preniez? Quelle méthode pour faire prendre conscience à un élève de son potentiel? Alors, j'ai accompagné 3 jeunes personnes différentes et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une seule recette. On est vraiment dans de l'échange et donc les conseils et les échanges vont vraiment différer d'une personne à une autre. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'en général, donc les 2 jeunes hommes et la jeune femme que j'ai accompagnée ont déjà toutes les clés, ont déjà toutes les clés du succès en eux ou en elles. Ouais. Et ce qu'on peut leur apporter avant tout, c'est de la confiance. Donc en les écoutant, en réagissant, en leur montrant... C'est l'écoute avant tout, puisque un mot, un geste, c'est avant tout les écouter, c'est la base. J'ai l'impression que via l'écoute, on règle déjà une bonne partie du sujet, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment qu'ils prennent conscience de ce qu'ils savent faire. On peut leur donner des clés quand ils ont des problématiques spécifiques d'organisation du travail ou dans leur recherche de stage. On va les accompagner, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir été déterminante. Je pense que ce qui a à chaque fois été déterminant, c'est qu'à un moment, ils ont eu le déclic de se dire... Vous vous sous-estimez, là. Vous aussi, vous avez un petit travail, là. et attention, on précise que mentor, c'est pas psy. Parce qu'on pourrait se dire, non, on va voir un psy. Non, pas du tout. Rien à voir. Ni coach, ni psy. Et c'est pas coach encore. Non plus. Alors, c'est quoi la différence avec un coach? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, un coach en orientation, on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un coach en orientation. Ce ne sont pas des experts, ce sont des personnes qui ont envie d'échanger. C'est pour ça que je parle vraiment d'écoute et puis d'échange. C'est une relation qui se fait dans les 2 sens et qui va permettre, en se mettant en fait dans les chaussures de l'autre, de l'aider à trouver les clés et les réponses. C'est-à-dire que si Patrice et moi, par exemple, on veut être mentor demain, on peut? Je vous exorte même, j'irai vérifier demain que vous êtes bien inscrits sur... Amel a fait son marché. Alors, j'irai vérifier dès demain, que vous serez sur la plateforme demain.org et sur inspire.org, mais surtout demain.org, on l'a bien compris. Le plus délicat au final quand on est mentor, c'est quoi? C'est les premiers instants, c'est la prise de contact? La prise de contact... Une petite appréhension? Surtout, je dirais, depuis le Covid, où on a beaucoup développé les moyens de communication finalement à distance, la plupart des binômes mentor-mentorés ne se voient pas forcément, je dirais, dans la vraie vie. Donc, on a beaucoup d'échanges en visio ou par WhatsApp. Et donc, le plus dur, je pense, c'est de caler le début de la relation, puisqu'on a quand même un besoin de créer une connexion. Et donc, ces premiers moments sont clés et c'est pour ça qu'on recommande à nos mentors de faire le premier pas. On peut avoir des jeunes qui ont déjà eu le courage de s'inscrire, d'entreprendre cette démarche. À nous d'aller vers eux, vers elles, et de solliciter les échanges. Eux aussi s'inscrivent de leur plein gré. Exactement. Ils ne sont pas repérés en amont par l'association. Non. En fait, il y a une partie des jeunes que l'on va... pouvoir recruter, entre guillemets, lors de nos rencontres dans les lycées. Alors, cette fois-ci plutôt dans les classes prépa, par exemple, ou dans des grandes écoles dans lesquelles on intervient. Donc là, on va pouvoir avoir une discussion, présenter ce qu'est le mentorat de façon beaucoup plus détaillée. Et en général, certaines personnes vont s'inscrire dans la foulée de ces ateliers. Mais sinon, le reste des recrutements se font en ligne. On a une plateforme digitale, donc comme Inspire pour l'orientation. On a une plateforme demain.org pour le mentorat où chaque jeune peut venir nous expliquer ce dont il a besoin, ce qu'il recherche. Est-ce que c'est plutôt un soutien méthodologique dans ses études? Est-ce que c'est la découverte de métiers, l'aider à formaliser son projet professionnel? Et en fonction, on va essayer de lui associer. Donc nous aussi, c'est le Tinder du mentorat. Le ou la mentor qui lui ressemble le plus, qui a peut-être fait les mêmes... Est-ce que tu as eu un match? Travaille dans le même secteur. Orienter, transmettre, mettre en confiance. On a compris que c'était effectivement vos missions en tant que mentor. C'est incroyablement gratifiant, on l'a bien compris. C'est une plus-value, et on ne parle pas d'argent, encore une fois, c'est une plus-value énorme, j'imagine, dans le quotidien d'un mentor. Mais est-ce que c'est chronophage? C'est extrêmement dépendant d'un binôme à un autre. Et donc, en fait, il y a une totale liberté que l'on donne au binôme de s'organiser comme il le souhaite. On a tendance à dire en moyenne... On ne reçoit pas des messages à minuit le dimanche, quoi, non?
Ça peut arriver. Mais on peut mettre son téléphone sur. Moi, en l'occurrence, mon jeune mentoré, en ce moment, il m'écrit souvent très tard. Mais, il a cette petite manie de m'écrire toujours tous les dimanches à minuit. Et alors, on continue à mentorer malgré votre nouvelle période de fonction. Oui, non, j'aime ça. J'ai l'impression qu'on mentor à vie, moi, non? Ah, je pense. Parce qu'après, tu as envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Alors, non seulement les premiers qu'on a accompagnés, on continue à prendre des nouvelles, et puis... de temps en temps, je sais que la première personne que j'ai mentorée, au moment de changer d'entreprise, il m'a demandé s'il pouvait me parler parce qu'il avait 2 options et on a échangé. Encore une fois, c'est lui qui avait la réponse, mais ça l'a aidé en tout cas à faire son choix. Donc des premiers mentorés dont j'ai toujours des nouvelles. Et puis, je pense qu'on a toujours envie de recommencer parce que c'est extrêmement gratifiant. 2 à 3 heures par mois, je dirais en moyenne. 2 à 3 heures par mois. Je comprends, 2 à 13. Ah oui. Non, 2 à 3 heures. Pardon, je m'exprime mal. Non, mais non, pas du tout. Et vous changez des vies. Tout de suite. Et on change des vies. Effectivement, c'est ô combien important et ô combien gratifiant. Un grand merci à vous, Amel Hamouda, directrice générale d'Article 1, d'être venue nous voir. Je rappelle, je renvoie vers votre enquête, j'allais dire baromètre, pour la 5e année. Vous avez donc interrogé cette étude, je cherchais le mot, et étude que l'on peut retrouver sur inspire-orientation.org, je dis pas de bêtises? C'est parfait. Et demain.org, si on veut s'inscrire, si on veut devenir mentor? Le mentorat. Allez, 3 heures par mois. C'est faisable. Et c'est bien payé. Sur le plan mental. Excellente journée en notre compagnie. On se retrouve très vite, ma chère Alix. On se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao.